Dire que justice lui sera rendue, parce que tout le monde sait que dans cette affaire, le viol n'existe pas. Le juge a dû retenir, pour le condamner à 3 ans, le juge a dû retenir des circonstances atténuantes. À notre avis, il ne peut pas bénéficier de circonstances atténuantes. C'est la raison pour laquelle certainement nous ferons également appel. En attendant, Cheikh Yérim Seck retourne à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss où il a eu domicile depuis le 8 septembre. L'affaire de mœurs continue de susciter des commentaires sur la place publique. À l'étranger, la Grèce n'en finit pas avec ses difficultés. Une grève générale vient d'être décidée par les syndicats. De violents heurts ont été notés entre manifestants et policiers, les forces de l'ordre qui n'ont pas pu contenir la foule malgré un impressionnant dispositif. Marée humaine, l'expression n'aura jamais été aussi bien employée. Des vagues successives de manifestants viennent grossir le flot de colère devant le Parlement. 5 ans que dure la récession dans le pays. Les Grecs sont à bout et ils tiennent à le faire savoir. Sur l'écriteau de ce manifestant, la Grèce n'est pas à vendre. Traître. L'insulte vise le gouvernement et ses mesures d'austérité. Si le gouvernement de coalition de M. Samaras accepte de signer des mesures barbares qui conduisent à sacrifier véritablement la Grèce, alors c'est au peuple de parler. Ces mesures barbares que syndicats et manifestants dénoncent, ce sont les 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires que le gouvernement s'est engagé à faire sur les 2 prochaines années. Ce nouveau plan doit être adopté au Parlement avant le sommet européen du 18 octobre, en échange du déblocage d'un prêt de 31,5 milliards d'euros au pays. Ces mesures que le gouvernement de coalition est en train de mettre en œuvre sont inacceptables. Et les gens doivent comprendre que s'ils ne se battent pas, ils n'auront rien. Nous participons à une bataille qui va continuer. Le chemin est long avant que le système ne soit renversé. Être renversé, c'est bien ce que craint l'actuel gouvernement. La coalition avait été très difficile à former après les dernières législatives et elle reste fragile. Mais refuser l'austérité, cela voudrait dire sortir de l'euro. Une option que dans le cortège des mécontents, beaucoup réclamaient ce mercredi, parfois avec violence. La vague des manifestants a reflué lorsque l'air s'est rempli de gaz lacrymogène et des fumées des incendies allumés par les casseurs. Les cocktails Molotov ont fusé. La manifestation s'est achevée par des affrontements avec la police et des arrestations. Il s'agissait de la 3e journée d'action dans le pays depuis le début de l'année, jusqu'à la prochaine poussée d'une fièvre qui ne semble pas prête de retomber. Nous revenons au Sénégal pour parler de ce programme de modernisation des stations régionales de la RTS. Les agents de Diourbel viennent de suivre une formation sur le numérique. C'est grâce au soutien du FONDEF, le Fonds de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le reportage de Kaltom Gueye. Les agents de la RTS se mettent à l'ère du numérique. Après la formation des caméramans, preneurs de son et autres agents de l'audiovisuel, c'est au tour du personnel des stations régionales de bénéficier du programme de formation sur le numérique. Ce programme de formation est axé essentiellement sur la prise de son, le mixage et le montage audio numérique. Ça constitue un prolongement et un accompagnement du processus de modernisation et de renforcement des stations régionales entamé depuis quelques mois. Et je lance un appel aux participants pour leur dire qu'il n'y a pas de choix. On ne peut plus aller vers l'arrière. On est obligé de faire un saut vers le numérique. Cette formation est devenue une nécessité dans un monde en perpétuelle mutation. C'est dans cette optique que la RTS a doté de matériel numérique la station de Diourbel. Nous avions jugé nécessaire de former certains de nos agents pour qu'ils puissent maîtriser le système numérique, que ce soit journalistes, agents des programmes, techniciens. L'idéal, c'est de leur permettre de pouvoir collecter correctement les informations, de les traiter, mais également avec beaucoup de qualité et de performance. La modernisation des outils de travail permet d'être plus compétitif. L'ouverture de cette session de formation a été l'occasion saisie pour lancer un appel aux autorités de la structure. Nous lançons un appel aux autorités de la RTS pour une amélioration des conditions de travail, afin de redonner à la station son lustre d'antan. Après Thiès et Diourbel, d'autres régions telles que Kaolack, Tamba et Kolda bénéficieront de ce programme. La RTS entre ainsi de plein pied dans l'ère du numérique. 48 villages de la région de Kolda abandonnent le confiage. Les communautés s'engagent ainsi à une meilleure protection de leurs enfants.
Une grande première à mettre sur le compte de l'ONG La Lumière et de ses partenaires. Les explications de Thierno Amadoussi. Kolda, au sud du Sénégal. Ici, le phénomène du confiage a atteint des proportions graves. C'est ce qui a motivé le combat déclenché en 2010 par l'ONG La Lumière et le PARER. Un programme soutenu par le gouvernement japonais via la Banque mondiale. Aujourd'hui, les résultats obtenus font la satisfaction des différents acteurs. Ces 2 ans de sensibilisation, c'est à des fins de changement de comportement. Et je crois que les résultats que nous avons obtenus, parce que dans nos ambitions, on n'avait pas planifié d'organiser une finale de déclaration d'abandon. Mais on peut oser espérer que les populations qui ont parlé d'abandon donc sont suffisamment convaincues pour en arriver à ce stade. Et nous pensons qu'il ne faut pas s'arrêter là. Au-delà de la déclaration officielle d'abandon du confiage, ces communautés ont à l'unanimité signé une pétition contre le phénomène. Sur place, des parents ont assuré de ne plus laisser leurs enfants entre les mains de marabouts itinérants. Des enfants victimes ont aussi relaté leurs mésaventures, ce qui rassure les autorités présentes à la cérémonie. C'est véritablement une réussite pour cette première journée et nous souhaitons que d'autres partenaires suivent, que ça serve d'exemple, mais également qu'il y ait un suivi, que vraiment le projet ne s'arrête là. Le PARER nous aide pour le suivi de ce projet, mais également d'autres partenaires, parce que c'est une solution vraiment pour mettre fin au confiance des enfants. Cette déclaration d'abandon du confiage est une grande première dans le Fouladou. Reste maintenant le suivi. Là aussi, il y a de l'espoir. Sur les 48 villages qui ont abandonné la pratique, 13 ont déjà réceptionné leurs écoles coraniques. C'est le cas ici à Saré-Dianfo. Désormais, les enfants du village ont la possibilité d'apprendre le Coran, tout en restant aux côtés de leurs parents. Direction à présent le stadium Marius Ndiaye où se déroule le championnat d'Afrique de basket chez les filles de moins de 18 ans. El Haj, notre ami, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, Thierno, les Lioncelles ont encore fait honneur au maillot national. Oui, les Lioncelles ont fait honneur au maillot national. Elles ont pris le dessus sur l'Égypte, grandissime favori de ce tournoi, pour un match qui s'annonçait extrêmement difficile, que l'on annonçait comme étant la finale de ce premier tour, et un match donc qui a tenu toutes ses promesses, où les Lions ont vraiment donné le meilleur d'elles-mêmes, et certains même sont allés jusqu'à dire que ce fut le meilleur, c'est la meilleure équipe du Sénégal depuis le début de ce tournoi, avec donc comme vous le découvrez sur ces images, des Lioncelles très adroites, très appliquées aussi bien en attaque qu'en défense, et bien sûr on ne peut pas ne pas parler de la prestation de Yacine Diop, meilleure pointeuse de la rencontre avec 22 points, mais bien sûr l'adresse des Égyptiennes, ça on le savait déjà. Et Aïssatou Kamara aussi qui s'est très bien débrouillé dans ce match-là. Yacine Diop, encore une fois, elle a été très adroite, très forte. Et le Sénégal donc qui a effectué une très belle sortie avec, comme on l'a dit et répété, beaucoup d'applications en défense, beaucoup d'adresses, ce qui leur manque jusqu'ici. Même les tirs à 3 points, certains ont été réussis, ce qui n'a pas été le cas depuis le début du tournoi. Mais en tout cas, on retiendra donc cette très belle victoire des Lions sur le score de 74-54, ce qui leur permet d'occuper la première place de ce tournoi et donc d'éviter en demi-finale le Mali, qui est classé 3e. On reviendra sur le Mali bien sûr, mais avant cela, on va parler de l'opposition entre la Tunisie et l'Angola. C'était là aussi une finale parce qu'aucune de ces deux équipes ne devait perdre ce match-là pour espérer décrocher une place en demi-finale. Et ce sont les Tunisiennes qui se sont imposées sur le score de 46-38. René-Léon Fonseca a suivi ce match-là. Voici son résumé. Sur le plan défensif, on a boxé le meilleur élément Soraya. C'est elle qui fait jouer l'équipe égyptienne. Et on l'a boxé. J'ai demandé à mes filles, si elle traverse la ligne médiane, si elle fait la passe, qu'elle ne touche plus la balle. Et l'équipe était perturbée. Et on avait une bonne réussite sur le jeu offensif. Les filles ont réussi à faire des combinaisons qui leur permettent tout le temps de mettre des 2 points. Et on a eu aussi une réussite importante au lancer franc. Et je pense que c'était ça la clé du match. Les joueurs, ils étaient hors de forme. Et comme j'ai dit, pardonnez-moi, il y a des referees dans ce terrain. C'est un match très dur pour eux.
Ouais, la réaction des deux coachs, l'entraîneur du Sénégal, Birahim Gueye, et celui de l'Égypte. Alors, je vous parlais tout à l'heure du match qui a opposé donc la Tunisie à l'Angola, les Tunisiennes qui ont réussi à s'imposer face à l'équipe de l'Angola et donc décrocher une place pour les demi-finales, la 4e place au classement général. Les Tunisiennes qui se sont très bien comportées durant ce match-là. Les temps forts avec René Léon Fonseca. Le cri de joie des Tunisiennes. C'est fait, elles sont en demi-finale au terme d'un match très engagé où aucune défaite n'était permise pour les deux formations. Après un premier carton en demi-teinte, les protégés de Karbi Walid retrouvent leur jeu petit à petit. Au second, elles passent à la vitesse supérieure avec une bonne organisation défensive. Amrouni Ouda se charge du reste, meilleure scoreuse de la rencontre avec 16 points. Elle et ses coéquipières multiplient les assauts. 25-10 à la fin de la première période. Au troisième carton, les Angolaises démarrent bien la partie mais craquent ensuite. Dans le money time, les Aigles de Carthage sortent le grand jeu. Mais en face, les Palancas Negras résistent tant bien que mal avant de lâcher. Score final 46-36. Mes joueurs étaient surmotivés par le challenge de la qualification pour les demi-finales. Finalement, elles se sont libérées du stress qu'elles ont eu contre le Mali et contre l'Égypte. Elles ont un petit peu joué mieux que lors de ce match-là. Elles ont développé un bon basket. Le résultat de récupérer esses 15 pontos à Tunis levava vantagem. Que son équipe est rentrée très mal dans le match. La preuve, dans les deux premiers cartons, la Tunisie les a amenés de 15 points d'écart. Et que l'équipe a su réagir, mais en réalité, ils sont rentrés très très mal dans le match, surtout les deux premiers cartons. Grâce à cette victoire, la Tunisie se qualifie in extremis et se loge à la 4e place. Son prochain adversaire sera le premier du classement. Le prochain adversaire de la Tunisie qui sera donc le Sénégal. Alors, l'autre match a opposé le Mali au Kenya, le Mali que le Sénégal devait éviter parce que le Mali, c'est une équipe redoutable et elles l'ont démontré aujourd'hui également face au Kenya. Le score est sans appel, 68-40. Les temps forts avec Henrik Bokoko. Lanterne rouge de ce mini-championnat. Le Kenya se devait de gagner cet après-midi pour limiter les dégâts. Les coéquipières de Hunet Juma ont pourtant tenu tête au Mali dès l'entame de la partie. 4-5 après 5 minutes de jeu. Les Maliennes déroulent ainsi et creusent l'écart grâce à Fanta Guindo, auteur de 4 points à l'issue du premier quart-temps. 16 points à 9 en faveur du Mali. Au deuxième quart-temps, les Kenyanes manquent de repères sur le terrain. Des déchets techniques qui se reflètent sur les lancers francs, dont elles peinent à concrétiser. Zipi Kaoza, tour de garde de cette équipe, n'a été que l'ombre d'elle-même en faisant montre de maladresse et de nonchalance, ce qui permet au Mali d'exploiter les espaces qui se créent. Aminata Traoré, très remuante, enchaîne les tirs à 2 points. Au troisième quart-temps, les protégés de Mohamed Maïga étalent leur maîtrise collective et la fluidité dans les passes. Pendant que les Kenyanes trébuchent en défense, Mariam Kone sort le grand jeu, 49 points à 26. Le quatrième quart-temps est un pur récital des Maliennes. Elles prennent leur envol à travers un bon repli défensif et une précision dans le dernier geste. Les Kenyanes vont néanmoins tenter de colmater les brèches pour réduire la marque, mais sans succès. Le Mali s'impose au final 68-40, soit 28 points d'écart. Un succès qui leur ouvre les portes des demi-finales. Qualifié pour la demi-finale, c'est fait. Maintenant, on va fournir encore plus d'efforts pour la finale. C'est un match qui me permettait de me qualifier à la 3e place. Donc, c'est en fonction de ça, j'essaie de faire tourner mon effectif. Voilà. Je suis en demi-finale. Demi-finale, tu n'as pas de choix. Quel soit l'adversaire, il faut te préparer en conséquence. Le carré d'as de cet afro-basket nous réserve de chaudes empoignades. Pour le Mali, quel que soit l'adversaire, il faudra jouer pour gagner. Oui, jouer pour gagner. Et donc, le Mali qui va affronter l'Égypte en demi-finale, tandis que le Sénégal affrontera la Tunisie. Alors, le classement, il est donc très simple. Le Sénégal est premier enfin, c'est une seule poule, donc le Sénégal est premier, suivi de l'Égypte 2e, le Mali 3e et la Tunisie qui ferme la marche. Et dans ce tournoi, c'est le premier qui rencontre le 4e, le 2e, le 3e. Voilà pourquoi le Sénégal va affronter la Tunisie et le Mali, l'Égypte. Alors, on a parlé des cris des Angolaises, on va en reparler car cet après-midi également,
elles étaient présentes, elles ont joué. Malgré la défaite, elles ont fait ce qu'il fallait pour, en tout cas, essayer de gêner les Tunisiennes. Ça n'a pas marché, mais en tout